90% des sondages m'attaquent sur le général de Gaulle et le maréchal Pétain. Donc, je voulais répondre là-dessus. Les traîtres au général de Gaulle, ce sont eux. C'est pas vous, ce sont eux. Et c'est exactement. Et je tiens à le dire, c'est moi qui suis fidèle à l'esprit du général de Gaulle tel que je vous l'ai décrit aujourd'hui. Éric Zemmour, il y a quand même un préfet gaulliste qui a été un de vos amis, qui vous a défendu lors d'un de vos procès, Pierre Monzani, qui a dit « Le gaullisme, c'est l'antipétainisme, c'est le rassemblement, ce n'est pas l'exclusion ». Il y a beaucoup de gaullistes qui disent ça. Est-ce qu'on peut être gaulliste en réhabilitant Pétain comme vous êtes accusé de le faire? D'abord, je ne réhabilite pas Pétain. C'est un mot d'une journaliste que tout le monde reprend par facilité. Moi, je n'ai jamais employé ce mot. Je suis rentré dans une querelle historique là-dessus. J'aime les querelles historiques. Ça m'intéresse, ça me passionne, j'ai le droit. Et comme tout Français d'ailleurs. C'est comme ça que je m'approprie l'histoire de France. Maintenant, M. Monzani... je le laisse à ses petites rancœurs, à ses petites médiocrités. C'est dommage. Comme disait Chirac, c'était un ami. Mais il n'est pas seul. Comment? Il n'est pas seul parmi les gaullistes à vous dire. Bien sûr, mais vous savez, gaulliste, excusez-moi, gaulliste, c'est celui qui était avec le général de Gaulle. C'est celui qui a fait la guerre. Monzani n'est ni l'un ni l'autre. Les héritiers du gaullisme comme ça, moi, j'en ai 10 à la douzaine. Maintenant, sur le fond, le général de Gaulle, en 1947, vous m'entendez, 2 ans après la guerre, crée un parti qui s'appelle le RPF. Et il rassemble qui? Il rassemble les gaullistes et, vous m'entendez, les pétainistes. En 1968, il donne l'amnistie à tous les anciens de l'Algérie française qui l'ont combattu, qui ont voulu le tuer. Donc tous ces gens-là, en vérité, sont plus gaullistes que le général de Gaulle lui-même. Simplement, il faut peut-être arrêter avec ça. Tout ça, c'est des postures médiocres et d'ailleurs Monsieur Zemmour, assez minables. s'il vous plaît, et parlons économie et pouvoir d'achat. Oui, surtout pouvoir d'achat, c'est un point important. Mais c'est vrai qu'on vous entend peu sur les sujets économiques. En tous les cas, quand on lit vos écrits, lorsqu'on lit, on vous écoute, il y a peu de mesures saillantes. Je veux dire, comme par exemple Marine Le Pen qui a voulu sortir de l'euro, la retraite. On va y revenir évidemment. Vous êtes un ultralibéral, vous êtes comme François Fillon, vous êtes comme Marine Le Pen plutôt sur la souveraineté économique. Où est-ce que vous êtes en fait sur ces questions-là, Éric Zemmour? On vous a peu entendu. Mais c'est pas qu'on m'a peu entendu. C'est qu'il y a 2 choses. D'abord, quand je ne parle pas d'immigration, et Dieu sait, je vais vous parler des journalistes qui me suivent, Dieu sait si je n'en parle pas tout le temps, les journalistes ne reprennent pas ce que je dis. J'ai parlé d'école, là, je vous pose la question, donc c'est l'occasion d'y répondre. Deuxièmement, je peux parler d'économie. J'estime que, si vous voulez, il en va de la vie et de la mort de la France. Donc je parle d'abord de la vie et de la mort. Ensuite, l'économie est très importante, mais si vous voulez, ça, c'est de l'ordre du déclin. C'est-à-dire, il y a 2 choses. Il y a la France qui est en danger de mort, et il y a le déclin économique. Il y a les Français qui sont confrontés à leurs problèmes de pouvoir d'achat, au travail, à la retraite. Mais vous avez raison. Oui. Mais les Français sont d'abord confrontés à la vie et la mort de la France. Maintenant, ils sont aussi confrontés à la vie de tous les jours, vous avez raison, à l'appauvrissement général des Français. Vous me dites, est-ce que vous êtes libéral, ultralibéral, machin? Je ne veux pas rentrer dans ces querelles dogmatiques. Je ne suis pas un idéologue. Je pense que je ne suis pas dans le dogmatisme. Ce n'est pas le libre-échange, c'est bien, et le protectionnisme, c'est bien ou mal. Il n'y a pas de oui, de bien et de mal. Alors justement, essayons de voir dans les propositions. Soyons concrets. Et deuxièmement, sur les salaires, Monsieur Zemmour, plusieurs candidats à cette élection présidentielle font des propositions très concrètes. Augmentation, 10, 12%, peu importe. Quelle est votre proposition? D'abord, je voudrais dire que la présidentielle, ce n'est pas le concours pour être ministre des Finances. Ça, c'est une première chose. Moi, je parle... Non, mais le pouvoir d'achat, c'est la priorité des Français. Non, madame, j'aimerais bien avoir la réalité de ces sondages, mais on ne va pas parler de ça. Évidemment que pour les Français, c'est important, le pouvoir d'achat. Maintenant, moi, je ne veux pas rentrer dans cette course à l'échalote démagogique. On augmente de 10 à 12, on double les salaires des professeurs, etc. Il faut voir le diagnostic. Pourquoi sommes-nous arrivés là? Nous en sommes arrivés là parce que nous sommes appauvris. Pourquoi nous en sommes appauvris? Pour 2 raisons essentielles. Parce que nous sommes désindustrialisés et deuxièmement parce que notre protection sociale qui est obèse est ouverte au monde entier. Il faut donc jouer sur ces 2 matrices. Très bien. Bon, une fois que le diagnostic est posé... mais c'est important le diagnostic, sinon il n'y a pas de mesure. Mais vous venez de le faire. Les propositions? Écoutez, moi, je vais vous dire. D'abord, il faut réindustrialiser. Il faut faire un crédit de relocalisation. Il faut abaisser les charges les impôts de production. Donc ça veut dire quoi, crédit? Ça veut dire, vous dites aux entreprises qui veulent revenir, vous allez crédit d'impôt. Crédit d'impôt. Voilà.
Il faut, par exemple, réduire encore les impôts de production. Le gouvernement l'a fait, c'est 70 milliards. Le gouvernement fait à hauteur de 10 milliards. Il faut faire beaucoup plus, à 30 à 40 milliards, pour pouvoir s'aligner sur l'Allemagne. Il faut réduire massivement les droits de succession pour les entreprises, parce que les entreprises françaises ne peuvent pas se transmettre de père en fils, ou de mère en fille, ou de père en fille, etc. Et c'est pour ça qu'elles sont vendues à des étrangers ou qu'elles meurent. Il y a beaucoup de mesures. Maintenant, vous me demandez une mesure précise de pouvoir d'achat. Je pense, je vais vous en donner une. Je pense qu'il faut, si vous voulez, je vous ai dit, le deuxième tableau, c'est la protection sociale qui est obèse. Nous avons 819 milliards de dépenses sociales. Nous devons trancher là-dedans. La gauche refuse de trancher, refuse de voir qu'on vit à crédit depuis 20 ans. Je vous demande la vos droite, propositions, monsieur Zemmour. La droite, elle, vous me demandez sur François Fillon, à droite, elle, a voulu réduire les droits sociaux de tout le monde. Moi, je ne veux pas réduire les droits sociaux des Français. En revanche, je pense qu'il faut réduire la solidarité nationale, il faut l'exclure pour les étrangers. Donc ça veut dire... Attendez, mais on n'est pas dans le même registre. D'un côté, il y a des dizaines de milliards et de l'autre côté, il y a... Pardon ? On n'est pas du tout dans le même registre, c'est-à-dire qu'il y a un niveau où vous avez des centaines de milliards, si vous voulez baisser les impôts de production, si vous voulez baisser les charges sociales... C'est pas les centaines de milliards, excusez-moi, les impôts de production c'est 70 milliards en tout. Oui, c'est ça, mais avec tout ce que vous venez d'annoncer, ça s'ajoute. Vous êtes d'accord avec moi? Attendez, ah oui, mais là je fais des économies. Oui. Si j'enlève... Excusez-moi, excusez-moi, les étrangers ont le droit à de l'assurance, c'est-à-dire ils cotisent quand ils travaillent, je préciserai ensuite les chiffres, et ils cotisent, ils ont le droit donc à l'assurance maladie, à leur retraite et le chômage, etc. Excusez-moi, en revanche, attendez. Non, mais c'est pour une raison qui est très importante, monsieur Zemmour, c'est que ce constat, nous avons déjà entendu le faire. Non, parce que vous allez voir, ça a une conséquence sur les mesures de pouvoir d'achat. Laissez-moi finir. Donc, il faut enlever la solidarité nationale. La solidarité nationale, qu'est-ce que c'est? C'est le minimum vieillesse, c'est le RSA, c'est les allocations familiales, c'est les aides au logement. Ça, on évalue ça pour les étrangers extra-européens à 20 milliards. Vous voyez, je vais y arriver. Les chiffres, oui. Les chiffres, ça peut être plus, vous avez raison. Oui. Mais en tout cas, c'est un minimum 20 milliards. Je propose, moi, si vous voulez, de réduire la CSG pour les bas salaires, pour les gens qui sont au SMIC jusqu'au salaire médian. Il y a un problème en France, le salaire net est trop bas et le salaire brut, et encore plus chargé, comme on dit, est trop haut. Ça représente quoi? Ça représente quoi? Je vais vous dire. Ça représente la personne au SMIC, elle gagne à peu près 1280 net pour un salaire brut de 1500 à peu près. On est d'accord, brut. C'est ça. Donc les charges sociales pour lui, ça représente 21%. Sur ces 21%, la CSG représente 9%. Donc je réduirais les 9% à 2,5% pour le SMICAR, évidemment. Donc ça lui ferait une économie énorme. Ça lui ferait sur l'année un 13e mois en plus. Et pour la sécurité sociale, pour les charges, ça représente 15 milliards. Donc, vous voyez, ma solidarité nationale réservée aux nationaux, c'est 20 milliards d'économies. Et cette mesure de pouvoir d'achat énorme. Les immigrés légaux. Ça lui fait 1300 € à la fin de l'année. Oui. C'est un 13e mois pour le SMICAR. Ça coûterait 15 milliards. Donc je finance... Donc augmentation du SMIC grâce à la baisse de la CSG. Exactement. Et surtout moins d'allocs pour les étrangers, plus de salaire et plus de pouvoir d'achat pour les Français. Mais c'est anticonstitutionnel. Les étrangers, vous faites la séparation entre les étrangers qui ont le droit d'être en France et puis ceux qui n'ont pas le droit d'être en France. Oui, madame, je fais la différence, oui. Voilà, c'est ça, oui, parce que sinon, c'est pas... Non, c'est tout à fait légitime. Excusez-moi, comment vous financez la solidarité nationale? Par les impôts. Oui. Vous payez... La personne qui n'a pas d'enfant, elle paye des impôts pour l'école. Oui. Et pourtant, elle ne finance pas l'école. Oui. Quand vous avez des gens qui ne touchent pas les allocations familiales parce qu'ils ont un revenu trop élevé, vous les avez discriminés. Eh ben, moi, je fais la même chose pour les étrangers. C'est tout à fait... J'ai tout à fait le droit de le faire. Et de toute façon, je vais vous dire, en tout cas, je prendrai le droit. Parce que de toute façon, il faut bien comprendre que ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui doit diriger le pays. C'est le peuple français. Et donc, si vous voulez, il faut faire une réforme constitutionnelle qui empêche le Conseil constitutionnel de bloquer le pouvoir du peuple. Et donc, nous devons remettre ce qui existait sous le général de Gaulle, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que la loi postérieure est supérieure aux traités, et en particulier aux traités européens. Et donc, le Conseil constitutionnel n'a pas à juger les lois postérieures à tous les traités. Est-ce que c'est votre seule mesure de justice sociale? Parce qu'il y a quand même 50% des Français qui vivent avec moins de 1100 €, 10 millions de pauvres en France. Est-ce que c'est votre seule mesure? Mais vous vous rendez compte de ce que c'est? Excusez-moi, 1300 €
1 300 € par mois en plus pour les gens qui sont au SMIC. Vous vous rendez compte? Et on a un problème aujourd'hui. On a un double problème d'ailleurs. On a le vieux problème qui est très bien diagnostiqué depuis longtemps, qui est qu'il n'y a pas assez de différence entre les revenus de l'assistanat et les revenus du travail, qui fait que je me balade partout en France et tous les patrons que je vois, tous les entrepreneurs que je vois me disent on n'arrive pas à trouver de main-d'œuvre. Oui, et on n'arrive pas à trouver de main-d'œuvre, c'est le sens de la réforme de l'assurance chômage qui a été conduite par le gouvernement. C'est une des raisons de la surréforme, absolument. Donc il faut. C'est une bonne réforme. Et nous avons. C'est une réforme en tout cas qui va dans ce sens-là. Il faut absolument multiplier comme ça et réduire l'écart et ne faire que le travail paye mieux. Ce que je viens de vous proposer permettra que le travail paye mieux. En plus, on a un problème avec les étrangers extra-européens. C'est que contrairement à ce qu'on croit, ils ne font pas le boulot dont les Français ne veulent pas. C'est l'inverse. Nous avons aujourd'hui 8% de chômeurs en France et nous avons 24% de chômeurs parmi les étrangers extra-européens. Nous avons 13% d'inactifs en France et nous avons 40% d'inactifs. Vous avez vu que vous avez été immigrés. Vous avez vu ça, monsieur Zemmour. Ça, je le montre à nos téléspectateurs. Il n'y a aucun problème. Ce matin dans le JDD, la phrase que vous venez de prononcer à l'instant, nos confrères du JDD ont contacté l'INSEE, qui dit que vous dites faux. Vous dites faux parce que vous confondez, explique l'INSEE, inactif et chômeur. Et qu'on peut être inactif et pas chômeur. Non, bien sûr, je ne confonds pas du tout. La preuve, c'est que chômeur, c'est 24%, inactif, c'est 40%. Vous voyez que je ne confonds pas. Et quand on est retraité, c'est sûr qu'on n'est pas chômeur. Oui, bien sûr, bien sûr. Sur le temps de travail, monsieur Zemmour. Et alors? Sur le temps de travail, combien d'heures par semaine? Ça, je vais vous dire, il y a un problème qui n'en est pas un, qui est les 35 heures. C'est-à-dire que, encore une fois, tous les patrons que je rencontre disent ils ont réglé ce problème. Donc ce n'est plus un sujet. En revanche, il y a un problème sur la quantité de travail globale des Français, c'est-à-dire sur l'année et sur la vie. Là, nous travaillons beaucoup moins que les autres. C'est une des raisons de la désindustrialisation. Donc, je propose, il faut absolument que les jeunes Français rentrent plus vite dans l'activité professionnelle. D'ailleurs, je pense qu'il faut, par exemple, que les lycées professionnels soient sous la tutelle du ministère de l'Industrie. Et non, comme les lycées agricoles sont sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, pour favoriser cette imbrication entre l'enseignement professionnel et l'industrie et donc l'emploi. Et deuxièmement, je pense que les gens de plus de 50 ans sont trop inactifs. Les entreprises ont une grosse responsabilité. Ils ont pris des mauvaises habitudes depuis 20-30 ans à virer les gens de plus de 50 ans parce qu'ils sont trop chers, parce qu'ils vont, voyez, que ça permet de te débarrasser des gens qu'ils jugent trop chers. Donc moi, je pense qu'il faut arrêter avec ça. Il faut à la fois augmenter le temps, l'âge de la retraite. Il faut le porter jusqu'à 64 ans. Ça fait 20 milliards d'économies. Pourquoi 64, de 62 à 64. Si vous voulez, parce que déjà, c'est un gros effort qu'on demande. Pour tous les métiers? Comment? Pour tous les métiers, il y a des métiers très pénibles. Alors, non, vous avez raison, il faudra ajuster. Mais encore une fois, moi, je ne suis pas Premier ministre, je ne suis pas ministre du Travail ou ministre de l'Économie. Donc, non, mais on ne va pas rentrer dans le degré de détail. Il y a toujours des négociations après. Le problème, la campagne présidentielle, ce n'est pas, pardonnez-moi. Non, aussi, mais il y a des gens qui vous écoutent, qui travaillent dans un métier très pénible. Entendre, c'est un détail de savoir à quel âge pour un président de la République, excusez-moi, c'est lui qui donne les grandes lignes. Pour une campagne du président de la République. Après, il y a des négociations salariales, il y a des négociations syndicales, il y a des négociations professionnelles. Et les gens ajoutent, non, un programme, vous savez, le général de Gaulle n'avait pas de programme. Emmanuel Macron a donné son programme en mars. Et j'ai retrouvé des phrases amusantes de lui qu'il faudrait reprendre et qu'il disait, la campagne présidentielle, c'est de la littérature, c'est un rythme, c'est un style. Il avait tout à fait raison. Ce n'est pas un catalogue de mesures. Je suis désolé. C'est une vision de la France, c'est notamment une vision. Je ne vous le fais pas dire, c'est une vision de la France. La vision de la France, ça ne rentre pas dans le moindre détail. Donc je dis, voilà, je crois que j'ai donné franchement beaucoup de détails aujourd'hui. L'État est-il trop obèse? Si je vous écoute en creux, j'ai l'impression que oui. Ça veut dire que vous voulez, comme d'autres, réduire le nombre de fonctionnaires? Non, je n'ai pas parlé de ça. J'ai parlé de protection sociale. Donc oui, la protection sociale est obèse et j'ai dit pourquoi. Fonctionnement de l'État? Le fonctionnement de l'État, il faudrait, vous savez, c'est un sujet, alors là, pour rentrer dans les détails, il faudrait vraiment une étude très fine. Parce que on a besoin de plus de magistrats, on a besoin de plus de policiers, on a besoin de plus d'infirmières. Et par ailleurs, j'imagine qu'il y a des doublons, des triplons, que la décentralisation et la multiplication du fameux millefeuille administratif a provoqué d'énormes sureffectifs.
On a aujourd'hui dans les régions, dans les communautés de communes, toutes ces structures qu'on a empilées, soi-disant au nom d'économie, et qui en fait ont provoqué des sureffectifs sans fin et qui coûtent beaucoup d'argent. Vous savez qu'il y a beaucoup de candidats à la présidentielle, je pense que certains candidats à l'élection présidentielle sont plus girondins, pour prendre cette expression, plus décentralisateurs, et eux demandent à ce que